Bonjour à tous. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Mystères de l'Imaginaire. Et pour ceux qui connaissent déjà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture audio. Nous sommes en octobre et on le sait, le 31 c'est Halloween. Alors que vous soyez adepte de cette fête ou pas, je vous propose une petite lecture frissonnante qui s'intitule Le gardien du cimetière de Jean-Ry. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. La raison pour laquelle je devins le gardien du cimetière de Saint-Guiton, monsieur le juge d'instruction, mon Dieu, la voici, la faim et le froid. Imaginez-vous quelqu'un, vêtu d'un complet d'été, ayant fait 60 kilomètres séparant de ville, celle où on lui a refusé tout travail et tout secours, et celle qui fut son dernier espoir. Imaginez-vous cet être nourri de carottes glacées, sentant le purin de l'engrais, et de pommes rainettes aigres et dures, oubliées sur l'herbe de verger désert. Imaginez-le, trempé par une pluie d'octobre, courbé sous de grosses rafales qui accouraient du nord, et vous aurez devant vous l'homme que je fus lors de mon arrivée dans la banlieue de votre sinistre ville. J'entrai dans la première maison, qui est une auberge à l'enseigne des Dieux Pluviers, où le patron charitable me réconforta d'un café chaud, de pain et de hareng-sort, et où, au récit de ma détresse, ce brave homme m'apprit qu'un des gardiens du cimetière de Saint-Guiton venait de partir, et que l'on cherchait un remplaçant. Pourquoi les morts m'auraient-ils fait peur? Les vivants m'avaient tant fait souffrir. Vous cacherai-je ma joie d'avoir été agréé sur le champ par 2 gardiens restants, qui semblaient avoir plein pouvoir sur le cimetière et les affaires qui s'y rattachaient? Non, car je reçus tout de suite de chauds vêtements et un repas. Ah, mais quel repas! De larges tranches de viande rouge, des pâtés ruisselants de jus, des fritures aussi copieuses que dorées. Quelques mots maintenant sur le cimetière de Saint-Guiton. C'est un immense champ de repos où l'on n'enterre plus depuis 20 ans. Les pierres tombales y sont effritées et leurs inscriptions mangées par les lichens et les pluies. Des monuments funéraires y sont tombés en ruine, d'autres ont été engloutis par des effondrements partiels et émergent en quelques centimètres de pierre grise. Une sorte de brousse have a envahi les allées et les pelouses sont comme une jungle. La municipalité, qui est pauvre et qui envoie maintenant ses morts dormir dans l'immense nouveau cimetière de l'Ouest, avait caressé l'espoir de convertir la nécropole en terrains industriels. Mais les manufacturiers n'en voulurent point. Aussi superstitieux sans doute que les banlieusards qui le soir autour de leur petit feu bourré de coke, en entendant le vent se plaindre dans les ifs du cimetière de Saint-Guiton, racontent d'horribles histoires de revenants. Il y a 8 ans, la face des choses changea. Peu de temps avant sa mort, la richissime duchesse Opolchanka, noblesse russe ou bulgare, proposa à la ville d'acheter le cimetière désaffecté pour une somme fantastique, à la condition qu'elle pût y avoir sa tombe et qu'elle y fût la dernière inhumée. Elle ajouta que le cimetière serait gardé nuit et jour par 3 gardiens, aux frais desquels un legs pourvoyait. 2 de ses anciens serviteurs étaient désignés et un 3e était à adjoindre. Je le répète, la ville était pauvre, elle accepta d'emblée. Aussitôt, une foule d'ouvriers s'occupa d'ériger, dans le coin le plus reculé du cimetière, un vaste mausolée des dimensions de petit palais, et le mur d'enceinte fut triplé de hauteur et hérissé de hallebardes de fer. Le mausolée fut à peine achevé qu'il reçut la dépouille de la duchesse. Le monde n'avait vu dans tout cela qu'une pointe d'originalité. La millionnaire, s'étant fait enterrer avec des joyaux d'immense valeur, voulait mettre sa dernière demeure à l'abri des détrousseurs de tombes. Et voici mon histoire. Les 2 gardiens m'ont fait excellent accueil. Ce sont des colosses à la mine de bulldog. Pourtant, ils doivent être de braves gens, car j'ai vu leur joie et leur énorme satisfaction devant mon bel appétit. Et ce ne sont que les braves cœurs qui sourient à l'appétit des misérables. En entrant en fonction, j'ai dû jurer la rigoureuse observation du règlement. Ne pas quitter le cimetière pendant la durée de mon engagement, 1 année, n'avoir aucun rapport avec l'extérieur ni chercher à en avoir. Ensuite, ne jamais approcher du mausolée de la duchesse. Velicho, qui est strictement affecté à la surveillance de ce coin du cimetière,
m'apprit que sa consigne était de faire feu sur n'importe qui s'approcherait de la tombe. Ce disant, il braqua négligemment sa carabine sur une lointaine ramure de peuplier où sautillait une ombre minuscule. Le coup partit et un jet au plumage piqueté d'azur dégringola. Ah, Velicho était un tireur remarquable. Il le prouvait du reste tous les jours, car le cimetière fourmillait de lapins sauvages, de gros ramiers ou du opalin, et même de faisans, qui fuyaient parfois rapides dans l'ombre des fourrés. Ossip, le second gardien, le seul qui sortait du cimetière pour aller aux provisions, nous confectionnait d'exquis petits plats de gibier. Ah, je me rappelle une étonnante galantine de volaille, figée dans un jus doré et qui fondait dans la bouche, onctueuse, comme une crème de viande tendre, de truffes, de pistaches, de piments et de graisse fine. Mes journées se passent à manger, à me promener dans le mélancolique parc qu'est devenu les cimetières. J'ai emprunté une carabine à Velicho, mais piètre tireur, je ne parviens qu'à éveiller par-ci par-là un écho qui passe alors pendant quelques secondes comme une pauvre plainte entre les tombes oubliées. Le soir, dans notre petite salle de garde, nous nous réunissons autour d'un poêle calorifère, dont l'œil de Mika rougeoie malicieusement. Au dehors, il n'y a que le vent et les ténèbres. Ossip et Velicho parlent peu. Leurs visages tournés de trois quarts vers la haute fenêtre, badigeonnée de nuit, ils semblent toujours aux écoutes, et ces grosses figures de chiens de garde semblent refléter l'angoisse. Et pourquoi ? Je souris à la superstition de leurs âmes frustres, et en ces moments, je me sens supérieur à eux. Oui, pourquoi l'effroi ? Au dehors, il n'y a que l'obscurité des nuits d'hiver, que la plainte aigre du vent. Parfois, haut dans le ciel, des rapaces nocturnes crient à la mort, et lorsque la lune se tient, petite et brillante, dans le coin de la plus haute vitre, j'entends les pierres se fendre sous l'effet du gel. Vers minuit, Ossip nous prépare une boisson chaude qu'il appelle chour ou skur. C'est un breuvage presque noir, fleurant bon les plantes étranges. J'en bois avec un plaisir extrême. À peine la dernière gorgée est-elle avalée qu'une exquise chaleur me pénètre. J'éprouve un sentiment de bien-être inouï. Je voudrais rire et parler, ne fût-ce que pour demander une seconde tasse. Mais voilà, je ne le puis pas. Une roue multicolore se met à tourner devant mes yeux et je n'ai que le temps de me jeter sur mon lit de camp pour m'endormir aussitôt. Non, je ne crains pas la nuit dans le cimetière. Ce que j'appréhende, c'est l'ennui. Et ce qui m'a conduit à tenir mon journal, ou plutôt à noter mes impressions, car ce n'est pas à proprement parler un journal, puisqu'il ne porte ni jour ni date. C'est de ce cahier que j'extrais tous les passages relatifs à mon effrayante aventure, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai pas voulu vous astreindre à lire les poétiques descriptions de tombes encapuchonnées de neige, ni mes idées sur Greg Wagner, ni mes préférences littéraires, ni mes élucubrations philosophiques sur la peur et la solitude. Ossip et Velicho me gâtent. Que d'admirables menus. Dire que l'autre jour, comme je n'avais pas montré le même appétit qu'aux autres repas, ils marquèrent une inquiétude presque ridicule. Velicho a reproché à son compagnon de n'avoir pas soigné le repas comme toujours, dans des termes d'une violence exagérée. Depuis, Ossip ne fait que me consulter sur mes goûts et mes préférences. Ah, les braves gens. À ce régime, je devrais grossir comme une caille. Il n'en est rien. C'est curieux. Par moments, je me trouve même une mine extrêmement souffreteuse. Hier, j'ai eu une première impression de peur. Pourtant, je dois avouer qu'il n'y avait matière qu'à un sursaut désagréable. Entre chien et loup, comme je sortais d'une petite allée transversale, un cri affreux a déchiré le silence. Il me semble avoir vu sortir Velicho de la maison de garde et s'enfoncer en courant dans les taillis. Lorsque je suis arrivé au poste, j'ai vu Ossip surveiller attentivement les fourrés assombris. Comme je lui ai demandé ce qu'était cet appel, il m'a répondu qu'il s'agissait d'un courlis. Le lendemain, Velicho m'en rapporta un qu'il avait tué. Drôle de petite bête, à l'immense bec, long comme une dague, et quelle vilaine clameur pour un oiseau pourtant gracieux.
J'ai ri, en palpant son duvet cendré. Mais mon rire a sonné faux, et mon impression d'angoisse ne s'était pas dissipée complètement comme je l'aurais voulu. Décidément, ma santé n'est pas aussi brillante qu'elle devrait l'être. Pourtant je mange comme un loup, et aussi se surpasse. Mais le matin, une bizarre torpeur me tient encore au lit, alors que le soleil joue sur le carreau, que j'entends le coup de fouet de la carabine de Vélicho et le tintement des casseroles d'ossipe. Une sourde douleur me tenaille la peau derrière l'oreille gauche. En regardant de près dans le miroir, je découvre une légère rougeur autour d'une minuscule boursouflure de chair vive. C'est une petite plaie de rien du tout, mais elle me fait bien mal. Aujourd'hui, comme je battais les taillis, à l'affût de quelques ramiers ou d'une bécasse, quelque chose a bougé dans les branches proches. J'ai vu ce splendide coq faisan poussant sa tête fine entre deux brindilles. L'occasion était trop belle. Je tirai. La bête blessée s'enfuit devant moi, une aile pendante. Bravement, je m'élançai, et une course-poursuite assez longue commença. Soudain, je m'arrêtai en abandonnant ma proie. Je venais d'entendre une voix. Elle était rauque et plaintive. Des mots lamentables, presque suppliants, sonnaient dans une langue inconnue. Je regardais autour de moi. Derrière une lourde haie de cyprès et de sapins se profilait une masse sombre. Le tombeau de la duchesse. J'étais en terrain défendu. Voilà, c'est tout pour cette fois et j'espère que cette partie vous a plu. Pour ne pas manquer les prochains audios ou vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. À très vite pour la suite.